cofondateur de Femmes Matrices. Et Madame Maboufat est une femme entrepreneur et agricultrice de renom. Elle préside le réseau des femmes entrepreneurs d'Afrique, le REFA, et elle est également femme politique et deuxième adjointe au maire de la commune d'Ivonne. Monsieur Barthélémy est une spécialiste en sciences de l'éducation et de la formation, expert en développement local et territorial, doctorant en géographie et gestion de l'environnement à l'école de la. Suite à M. Barthélémy, il y a M. Étienne Zoudé qui est un économiste spécialisé en changement climatique et économique et des sols. Il est le DG du Bureau international de la recherche pour le développement économique et social. Sans oublier qu'il est le secrétaire général de l'ONG Juresport Bien-être. Et enfin, Madame Gisèle Oussounou, elle est chef d'arrondissement. On a encore le chef d'arrondissement avec. Elle est chef d'arrondissement de la commune d'Abomey. Nous sommes dans sa commune. Nous sommes sur le territoire. Coach politique, présidente de la commission thématique intégration genre et inclusion sociale de REFELA, Bénin. Elle est titulaire d'un master en gestion des projets et management de qualité. D'accord. Pour ne pas trop monopoliser la parole, j'irai directement sur les questions. Madame Falala, je vais commencer par vous. D'accord. Ma première question est de savoir quelles mesures peuvent aider à accroître la participation politique des jeunes femmes dans les élections. Merci Madame la modératrice. Je pense que d'une manière ou d'une autre, cette question a déjà eu quelques réponses subtilement. Mais je vais aller de façon très brève pour dire que les mesures qui peuvent aider à accroître la participation politique des jeunes femmes dans les élections, on peut faire des renforcements des programmes de formation. Quand on est formé, on est outillé en leadership et en engagement politique. On peut faire des mises en place de quotas dans les partis politiques pour encourager leur représentativité. Ça, c'est très important. Et ça, nous qui sommes, par une chance, je vais dire, au Bureau national politique, nous nous battons en tant que femmes pour inculquer ça dans la tête de nos hiérarchies. Parce que quand le quota est fixé, un peu comme les législatives passées où on a donné des bonus de femmes, si on mettait le même schéma au communal, je pense qu'il y aura beaucoup plus de femmes dans les communes, les instances de décision, dans les conseils, voilà, dans les conseils communaux, c'est ce que je voulais dire. Parce que tant qu'il n'y a pas de quota fixé, imposé, on a encore du pain sur la planche. C'est ce que je peux dire. On peut sensibiliser aussi les médias et les institutions éducatives sur l'importance du rôle des femmes en politique, d'où il est nécessaire qu'on ait beaucoup de femmes dans les conseils communaux. Et surtout, soutenir financièrement les logistiques des femmes candidates aux élections. Parce que quand les femmes ont juste un minimum de moyens, je pense que ça prend. Merci. Et ma question va à l'endroit de M. Barthélémy.
Et Monsieur Babel, comment les hommes peuvent-ils devenir de véritables alliés pour promouvoir la participation des jeunes femmes? Merci beaucoup, la modératrice. Même si vous avez fléché mon nom, cela ne m'empêche pas de vous dire les 4 vérités. Je vous concède ça parce que vous n'êtes pas Nago ni Yoruba pour comprendre le bien fondé ou le sens du nom. Ma doyenne me demande d'expliquer ce que c'est que Yotalo là. Et comme c'est la doyenne qui a parlé, je suis obligé. Au fait, je ne suis pas Nago, je suis Poum. Je devrais porter comme nom de famille Nyonfou. Mais il s'est fait que mes grands-parents sont allés s'installer dans les milieux Yoruba. Et comme ils ne comprenaient pas le mode de fonctionnement des Yoruba, ils se méfiaient. Donc ils restaient à l'écart des gens pour les observer avant de les intégrer. Et c'est comme ça, les Yoruba, les Nago de l'époque l'ont surnommé Otolori. Ils marchent à pas. Donc c'est comme ça, quand mon papa allait m'inscrire à l'école, m'a donné ce surnom. Et c'est ça que je porte jusqu'à aujourd'hui. Je crois que beaucoup ont compris. Voilà. Merci pour revenir à votre question. Je pourrais dire que pour promouvoir la participation des jeunes femmes en politique au Bénin, les hommes ont le devoir de jouer un rôle clé en devenant des alliés actifs. Par rapport à ces rôles clés, nous allons parler d'abord de la sensibilisation à l'éducation. Sur ce volet, les hommes doivent s'engager dans des campagnes de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes de genre et promouvoir l'égalité dans les espaces politiques. Ça, c'est la première action que les hommes peuvent jouer pour accompagner les femmes. Deuxième action, je crois que les hommes doivent travailler sur le mentorat inclusif. Et à ce sujet, ils doivent participer à des programmes de mentorat pour guider et soutenir les jeunes femmes dans leur parcours politique. Cela inclut le partage d'expériences et la création d'opportunités pour les jeunes femmes qui aspirent à la tâche politique. Troisième action que les hommes peuvent poser pour accompagner les jeunes femmes au job politique, c'est ce rôle de plaidoyer pour des réformes. Parce que les femmes sont représentées à des instances politiques, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Alors, à ce niveau, ils doivent soutenir activement les politiques favorisant l'inclusion des femmes, telles que les quotas de genre ou les mesures spéciales temporaires, afin de garantir une représentation équitable des jeunes femmes à ces instances-là. Troisième action, ça. Maintenant, parlant de la quatrième action, rôle qu'ils doivent jouer, toujours pour les accompagner, nous allons parler de la participation des ateliers mixtes. Quelqu'une des panélistes avait dit quel autre ne parlera pas des participations ou des ateliers mixtes. Mais moi, je vais parler des ateliers mixtes. Ici, il va falloir prendre part à des formations sur l'égalité des genres pour mieux comprendre les défis auxquels les femmes font face et devenir des défenseurs crédibles de leurs droits. Ça veut dire quoi? Il va falloir organiser des formations qui doivent réunir et les femmes et les hommes. Excusez-moi, beaucoup, les femmes, c'est d'elles qu'il s'agit, c'est à cause d'elles que nous sommes là. Elles savent se défendre. Les doyennes sont ici, elles savent se défendre, mais il faut des coups de main des hommes aussi pour que cette action puisse être réussie. C'est pourquoi il va falloir ces ateliers-là, où les hommes sont là, les femmes aussi sont là. Elles nous accompagnent, nous devons également les accompagner. Alors, pour finir, je pourrais dire que ces actions peuvent transformer les normes sociales et renforcer la présence des jeunes femmes dans les sphères politiques. Je crois que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, monsieur Barthélémy. Et cette fois-ci, ma question va à l'endroit de Madame Gisèle.
Madame Zé, sans toutefois oublier qu'on a qu'une question posée avec, ça fait 1 minute, comment on le pense? Merci. Quelle initiative pourrait encourager les jeunes filles à développer leurs compétences en leadership? Merci madame. Je vais dire d'abord merci à tous ceux qui sont ici et merci de nous écouter avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Le leadership commence depuis la maison à travers une éducation basée sur les valeurs telles l'amour, du travail bien fait, le respect des aînés, la fraternité, la solidarité, l'équité et j'en oublie. Aussi faut-il noter tout ce qui concourt au développement personnel, l'oratoire, la maîtrise de soi, à travers des formations en développement personnel. Nos jeunes filles vont s'approprier tout ceci en se décider et à les traduire en actes. Enfin, il ne faut pas négliger le volet éducation, par exemple, car les parents sont les premiers à qui les enfants veulent s'identifier, puis toutes ces personnes dont les actions quotidiennes impactent la société. Je prends pour exemple la mère de Kéchou qui vient de se lever. Elle est un exemple pour la gente féminine. Madame la modératrice, merci à tous les participants. Je pense que la réponse à cette question est déjà donnée dans cette salle depuis que nous sommes là. Et beaucoup ont parlé sur la communication efficace. Et je pense que c'est l'une des compétences incontournables pour le jeune qui veut s'engager dans la politique. Il faut avoir l'art oratoire, l'art de convaincre. Même si ce que tu dis, ce que tu as derrière la tête, ce que tu défends est faux, les arguments que tu émets sont capitaux pour faire passer ton message, pour convaincre ton auditoire. Donc, je ne vais pas rester, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'attarder sur ça. Si au moins, après cette réunion, cette rencontre, si quelqu'un peut chercher à s'améliorer en art oratoire, il peut se garantir par là un avenir politique. Ça commence par là. Merci beaucoup. Merci de rester dans les temps. Ok. Et Madame Maoufat, je suis de nouveau à vous. Et cette fois-ci, j'aimerais savoir comment les jeunes femmes peuvent-elles apprendre des aider femmes pour surmonter des obstacles en politique. Merci. Tout était dit au début. Il faut une création des réseaux de mentorat. On a besoin de ça. Quel que soit le genre, on a besoin d'un mentorat avec des femmes leaders expérimentées. Vous avez des exemples. Il faut organiser aussi des conférences et des formations intergénérationnelles sur le leadership politique. Pas sur le leadership féminin, sur le leadership politique. Parce que la politique, c'est toute une autre école. Il faut faire des partages d'expériences et transmission des stratégies de réussite face aux discriminations. Tout ça, c'est un ensemble. Quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas de mentor, vous naviguez à vue, vous pataugez, vous tournez en rond, vous n'évoluez pas. Il faut forcément un mentor pour prendre la main et vous hisser sur haut, surtout quand vous êtes une femme. Nous, c'est vrai, on n'a pas eu cette chance-là. Nous nous sommes battus pour en arriver là. Mais aujourd'hui, il y a tellement de structures qui aident les jeunes à évoluer, à se faire élever. D'où les jeunes qui sont pris en charge n'ont qu'à tout faire pour reconnaître la place de ces aînés-là. Parce que quand elles viennent
force pour dire non, bon, nous, on sait, madame l'a dit tout à l'heure, madame le maire l'a dit tout à l'heure, l'expérience est de taille. Elle a combattu les sages. Elle a pris une autre stratégie. Ça fait partie de l'expérience. Elle est allée dans les pays pour pouvoir sortir son quota d'élection, d'électeurs, je veux dire. Donc, chères sœurs, ne négligez pas les aînés. Trouvez-vous forcément un mentor dans votre arène politique et militez dans les partis politiques. Je suis contente aujourd'hui de voir quelques visages que j'ai vus il y a quelques années. Je suis très contente. Il y a une dans la salle, elle me regarde. Depuis qu'elle est là, je ne dis rien, elle ne dit rien, elle me regarde, elle sourit, on se comprend. Et il faut être fidèle là où vous êtes. N'allez pas à gauche ni à droite, sinon on ne vous reconnaît pas votre place. On dira, oh, elle était à gauche, maintenant on la voit à droite. On ne vous fait pas confiance. Soyez fidèles là où vous êtes. Militez et ce sera payé. Merci beaucoup. On en parlera tout à l'heure quand on va se voir. Merci, madame. Monsieur Barthélémy, voilà. Quelle stratégie de sensibilisation pourriez-vous mettre en place pour encourager la participation des femmes? Merci, madame la modératrice. Vraiment, je vais être bref, mais on a parlé de mentor ou mentorat. Tout est permis, tous ces jeux de mots sont permis. Mais moi, je vais poser une question. Je vais répondre à votre question et vous m'excusez. Mais est-ce que c'est seulement celui qui nous dépasse en âge seul qu'il faut respecter? Non. Et depuis que la communication passait depuis le matin, je voudrais entendre. Mais c'est ce que la qualité de la personne, c'est ça qu'il faut respecter. C'est la qualité de la personne qu'il faut respecter. Moi, je peux vous dire que, excusez-moi, vous devez permettre, c'est à cause de la personne que nous tous nous sommes là. Madame la présidente du RFLD, les doyennes qui sont à côté de nous ici, la dépassent en âge. Et pourtant, ces doyennes-là apprennent d'elle. Monsieur John, oh, nous on a bénéficié beaucoup de vous. Que Dieu te protège. Ce n'est pas le moment pour prier pour toi. Vous voyez, ce matin quand je suis arrivé, la deuxième adjointe m'a posé une question. Monsieur Antolon, tu t'es retrouvé encore dans mon équipe. Qu'est-ce que j'en fais pour moi? Tu te retrouves encore dans mon équipe. J'ai dit, madame, prenez votre mal en patience, c'est pour que j'apprenne de vous. Que chaque fois, en voulant former l'équipe, je me retrouve toujours avec vous. Donc, je vais répondre à votre question très rapidement. C'était pour rigoler. Alors, les stratégies de sensibilisation qu'il faut encourager et pour encourager la participation des femmes, bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'on peut déjà commencer par la campagne éducative ciblée, ce qui permet de développer des modules de formation sur les systèmes politiques, les différents droits des femmes et les mécanismes de participation, en s'appuyant sur des programmes comme Room. Ça c'est en anglais ça. Un autre programme qu'on appelle Win and Lead. Tout ça là c'est des apprentissages. Et ça pourra aider à autonomiser vraiment la candidature des jeunes femmes. Autre action qu'on peut mener, il y a des ateliers Miss sur l'égalité. Là on peut organiser des formations pour hommes et femmes afin de déconstruire la stéréotype
et renforcer les compétences en leadership en incluant des témoignages de femmes élues. Nous en avons plein. Autre action, très rapidement, on peut parler de l'utilisation de médias engagés. Et là, on peut collaborer avec des influenceurs et médias locaux pour promouvoir des modèles féminins en politique et diffuser des contenus sur les réussites. Je ne pourrais pas citer tout pour vous permettre d'avancer. Je vais m'en arrêter là pour permettre qu'on évolue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la compréhension. J'espère que vous avez noté les programmes. Bon, on évolue. Madame Gisèle. Ok. Comment les jeunes peuvent-ils être formés à devenir des ambassadeurs de l'engagement civique? L'engagement civil est primordial en ce sens qu'il découle de l'appropriation des valeurs et de la volonté d'être un acteur facilitation du vivre ensemble. La leçon de morale, l'engouement pour la chose publique et l'engagement à servir la cause commune en sont la manifestation palpable. L'école doit être repensée pour devenir un sanctuaire où se forgent des citoyens de type nouveau avec une conscience inestimable du bien public. Les jeunes peuvent être formés à devenir des ambassadeurs de l'engagement civique, à travers des formations en citoyenneté. La participation à des projets communautaires, des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs qui valorisent les valeurs civiques, la responsabilité et l'action collective, sans oublier le volontariat. Là, je voudrais mettre l'accent sur le volontariat. On constate très souvent quand on met les jeunes quelque part, bon, c'est valable pour tout le monde, et il n'y a pas de rémunération. Les gens n'aiment pas apprendre, ils n'aiment pas se donner. Alors que, comme l'a dit tout à l'heure M. Barthélémy, il se retrouve souvent dans le groupe de madame, la deuxième majeure promesse, c'est pour apprendre quelque chose. Donc les gens pensent que quand on devient quelque part, il faut toujours avoir en contrepartie quelque chose, alors qu'en travaillant avec abnégation et cœur, on apprend et on grandit. Merci. Merci beaucoup. C'est au tour de M. Etienne. Monsieur Etienne, comment les jeunes peuvent-ils partager et promouvoir leur initiative d'engagement civique dans leur communauté? Merci Madame la Directrice. Et je voudrais rapidement répondre à cette question en faisant une petite parenthèse. Vous savez, nous avons déjà des exemples d'accord et qui répondent de façon pratique à cette question. Le partage des expériences des jeunes à travers les réseaux sociaux. Et j'étais en Ouganda et je parlais avec le directeur adjoint de Defender qui me notifiait le nom de quelqu'un, si je vous dis ça ici maintenant, ça va vous étonner, qui me demandait est-ce que je connais M. John. Et j'ai dit oui. Il dit voilà les gens, les jeunes qu'il faut copier. Je suis tranquille, j'étais avec M. Otolorin, il pouvait témoigner. Il dit voilà les jeunes qu'il faut copier, qu'il a fait son apparition dans le forum des ONG et c'est grâce à lui que le forum a pris une autre allure. Quand je suis revenu, il nous a rencontrés à l'aéroport. La première des choses que je lui ai dit, je dis mais là, la puissance que tu t'en vas déverser là-bas, je veux l'onction. Ça vous dit quoi? En réalité, il faut savoir manipuler les outils de communication. N'utilisons pas les outils de communication pour des distractions. Utilisons-les de façon efficace. Je peux tenir des exemples sur la même personne en vous disant, parfois il nous arrive de nous séparer tous fatigués. Je l'espère dormir comme je dois dormir, comme l'autre aussi doit dormir. Mais tu te réveilles, c'est lui qui a déjà utilisé quelque chose, Twitter ou bien quelque chose pour oublier quelque chose, il a déjà posté quelque chose et tu reçois des mails à des heures. J'ai dit, gars, tu ne dors pas. Il dit, ah, il faut travailler. Donc, c'est pour dire quoi? L'outil, c'est ça déjà, nous avons.
Tout ce que nous faisons ici ce matin, quelqu'un veut taper RFLD en ligne, il va voir. Toutes les communications qui sont déjà passées sont déjà en ligne. Regardez ce niveau d'expertise. Ce n'est que grâce aux outils de communication. Et c'est les mêmes outils que nous disposons en tant que jeunes pour partager, promouvoir nos compétences. Merci Dédé. Merci beaucoup pour votre temps. Cette fois-ci, je m'en vais sur les dernières questions de ce panel. Et voilà. Madame Falola. Quelle initiative pourrait mettre en lumière les réalisations des jeunes femmes en politique? Merci beaucoup. Le plus simplement possible, on peut faire la promotion de leurs actions à travers des campagnes médiatiques et des plateformes digitales. On en a parlé de long en large ici depuis ce matin. Création de prix ou distinction pour honorer les jeunes femmes engagées en politique. Organiser des événements mettant en avant leur contribution aux politiques publiques. Quand une femme est honorée, quand on lui donne une distinction, elle se sent forte, elle sait qu'elle a été utile à quelque chose et ça lui fait plaisir. En tout cas, moi, j'aime qu'on me célèbre vivante. J'adore ça. Merci. Monsieur Valérie, comment évaluerez-vous l'impact des politiques actuelles sur la représentation des jeunes femmes en politique? Merci beaucoup. Je vais commencer par livrer des chiffres. Puisque les chiffres parlent beaucoup plus. N'est-ce pas? Ah, vous êtes plus présente? Oui. Alors, en 2019, nous voulons parler de l'impact de la politique actuelle sur la représentation des femmes aux instances politiques, bien sûr. Alors, je voudrais vous dire qu'en 2019, on avait besoin de 83 députés à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il s'agit, bien sûr, mais on avait 7% de femmes à l'Assemblée. Mais en 2019, bien sûr. Mais grâce aux réformes politiques actuelles, à la date d'aujourd'hui, nous sommes passés de 83 députés à 109. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, le pourcentage est passé de 7% à 28% à l'Assemblée actuellement. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. C'est déjà un grand effort. Nous sommes passés de 7% à 28% en 2023. Et je vous demande, et je vais finir même là, pour permettre à la modératrice d'aller vite. 2019, 7%. On est d'accord? 2023, 28%. C'est 10%. 8 ans. 26%. Ok, merci. Merci pour le truc là. Alors, donc je disais qu'on est passé de 7% à 28%. 2019, 2023. Vous souhaitez qu'on soit à quel pourcentage en 2026? Parce que nous travaillons déjà pour 2026 dans cette salle. Non. Vous, les femmes, passez femmes, vous souhaitez atteindre quel pourcentage en 2026? Merci beaucoup. Nous, on va travailler pour vous aider. Donc, la politique actuelle a beaucoup d'impact sur la représentation des femmes dans les instances politiques. J'ai donné des chiffres pour énumérer ça. Je crois qu'il reste à faire encore. Je vais clôturer en disant que l'impact global est positif, mais inégal. Je dis bien inégal, nécessitant un renforcement des mesures inclusives. Si on peut travailler pour que, même dans les villages, là où on a besoin de 7 conseillers au village pour élire le délégué là, ou je ne sais pas,
il faut forcément 50% de candidatures, 50% d'hommes, 50% de femmes. Je crois qu'on ira au pourcentage dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc voilà les points que nous allons toucher pour encore améliorer. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bourré. À présent, madame Gisèle. Voilà. Merci. Quelle histoire de succès parmi les jeunes leaders pouvez-vous partager pour inspirer votre audience? Ok, merci. Pourquoi partir des jeunes alors que l'histoire du monde foisonne de légendes au parcours atypique? Martin Luther King, Nelson Mandela, Mère Thérèse Gandhi, Patrice Lumumba. Aujourd'hui, le monde est rempli d'icônes. Au pays de Tassirandé, il me plaît de poser mon regard sur les femmes du marché d'Antopa qui, mère en fille, laissent, tissent, maîtrisent et entretiennent au quotidien le pouvoir économique dans notre beau pays, le Bénin. Parmi les histoires inspirantes, on peut citer celle d'une jeune fille qui, grâce à une formation en leadership, a créé une association pour l'éducation des filles en milieu rural, impactant des dizaines de vies. Ou encore celle d'un jeune qui, parti de rien, a mobilisé sa communauté pour assainir leur environnement, devenant ainsi un acteur local respecté. Nous avons aujourd'hui parmi nous des jeunes maires, en la personne de Tidjani Boni Chari, le plus jeune maire du Bénin. Nous avons aussi comme exemple Mounifat Karim Tidjani, épouse Peytoni, à 32 ans, élue en 2023 députée. En 2011, nous avons aussi Mohamed Adao Venro, qui était le plus jeune député du Bénin. Donc nous avons quelques exemples. Voilà quelques exemples que je peux citer. Merci. Merci. Pour la dernière question de ce panel, monsieur Etienne, veuillez bien nous dire quelles sont les meilleures pratiques que vous avez observées chez les jeunes leaders? Oh, merci beaucoup. Je pense que cette question se répond d'elle-même. Et si je devrais faire bien, je vais laisser même le public me répondre à cette question en identifiant peut-être des jeunes leaders au milieu de nous et de voir ce qu'ils font de façon pratique. Je ne sais pas si vous voyez, tous ceux qui passent ici depuis le matin, les icônes qu'ils sont en train d'avoir devant nous, ils ont quand même une manière de vivre de façon pratique et nous avons tous la chance de les collaborer. Vous allez constater que la plupart de ces gens qui sont des jeunes leaders, c'est des gens qui sont bien formés d'abord, d'accord? Ils sont bien formés, ils s'investissent sur la formation. Aujourd'hui, on ne veut pas investir sur la formation. Quand on dit à quelqu'un qu'une formation coûte à 100 000, 500 000, on dit, et aïe, quoi, pour être aussi pour être au Gambie, pour être lancé, je dis, pourquoi d'abord, pour être lancé, en fait, oublions que l'investissement dans le capital humain, c'est ça, en fait, ce qui est conseillé plus que tout autre investissement. Si tu achètes des parcelles, tu construis des maisons, des gratte-ciels pour des enfants, ils vont s'entretuer. Mais quand tu investis dans l'éducation, ils vont faire mieux que toi demain. Ça veut dire que nous avons obligation en tant que jeunes à investir dans notre formation. Moi, j'encourage toujours les jeunes à aller de l'avant. Mon frère peut témoigner, il est comme ça. Tu dois faire quelque chose pour te faire remarquer. Tu dois apprendre, tu dois approfondir la formation que tu fais. Ne restons pas de façon superficielle à la métaphase. Ne nous laissons pas bloquer à la métaphase. Évoluons. Je ne sais pas si c'est un, l'autre c'est deux. Allez jusqu'au bout et ça va donner les résultats. Et pour finir, je vais dire, il faut une participation active des jeunes. Participation active, comme l'a recommandé depuis le matin tous les panels. Si tu es jeune, tu ne t'impliques pas, tu n'es pas engagé
Et bon, donc on dit, quelqu'un l'avait dit, M. Lèche l'a dit le matin, si tu ne fais pas la politique, elle te fera. Donc voilà, si nous refusons de nous engager, la politique va nous engager. Je vais m'en arrêter là. Merci à vous. Merci beaucoup, chers panélistes, pour vos différentes réponses. À présent, chers participants, c'est la phase des questions. Qui sont ceux qui voudraient bien poser plus de... On va juste recueillir deux questions. D'accord. Merci beaucoup pour la parole qui m'est donnée. Je voudrais savoir comment une femme en politique peut-elle surmonter les préjugés pour établir une relation de confiance avec la population. Quand je parle de préjugés, je voudrais parler de toutes ces personnes qui disent la femme elle est très émotive, la femme elle est manipulée par un homme et la femme il faut qu'elle choisisse entre carrière politique et vie familiale. Merci. Qui d'autre? Comme Madame le maire disait et comme vous avez dit aussi, il faut, moi en tant que jeune, je profite pour dire aussi à mes frères jeunes de ne pas être la génération fast-food, c'est comme ça qu'on appelle. Avant, on prenait le temps d'allumer le feu pour poser la nourriture, pour réchauffer la sauce. Maintenant, on allume le micro-ondes, on met dedans et ça chauffe vite. Et c'est ce que les jeunes sont aujourd'hui. Ils ne sont pas prêts à faire on n'est pas prêt à faire le chemin, comme on a dit, du mentorat. Alors que, veut pas, personne n'est éternel. Donc notre jour, notre moment va arriver. Donc je nous encourage à vraiment faire notre part. Notre temps va arriver. Il y a des gens, on se dit que peut-être c'est à 20 ans on veut pouvoir briller. Mais même si tu brilles, commence à briller à 50 ans. C'est pas, tu sais pas la durée de vie. Peut-être que tu en auras pour 30 ans encore ou pour 40 ans encore. Donc, tôt ou tard, ça se fera. Donc, je nous encourage à le faire. Celle-là est une question pour vous, monsieur. Vous avez tous parlé de rencontres, de tables de discussion inclusives, d'hommes et de femmes, donc des deux genres. Est-ce que ce qui peut-être freine aussi les femmes dans notre culture béninoise, est-ce que ce ne serait... Bon, c'est vrai que ça vient de l'éducation, on a parlé de patriarcat et tout ça, mais en grandissant, est-ce que ce ne serait pas aussi la politique du divan? Parce qu'il y a quand même cette crainte-là, où une jeune femme qui a été bien éduquée, elle veut bien, mais elle se dit, bon, je suis belle, est-ce que arriver là-bas, on ne va pas encore me dire de faire ceci, de faire cela. C'est peut-être ça aussi qui freine. Donc, encore là, j'arrive, bon, déjà à cette question-là, maintenant j'arrive à les hommes. C'est vous qui êtes les leaders, les premiers. Nous sommes aussi des leaders, mais c'est vous qui êtes les premiers. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à ce niveau-là aussi? Merci. Chers panélistes, merci beaucoup pour les interventions. Je vais dire ce que moi je connais. Les autres vont compléter ce qu'ils connaissent pour que ça soit le complet. Je crois que c'est ça. Hein? Je peux commencer par vous encourager d'abord pour avoir pris la parole et intervenu parce que votre question est tellement pertinente. Là où l'homme et la femme se rencontrent, seul Dieu le sait. Maintenant, quand on parle du champ politique, c'est un autre monde. Je vais commencer par dire que la femme, jeune comme âgée, doit d'abord être sereine. C'est le mot existe, sereine. Ou bien. Et Madame la Présidente l'a notifié au cours d'un atelier ici. Et elle dit souvent dans son français là,
Il faut être femme, vraiment femme. Quand elle dit femme là, moi seul je comprends ce qu'elle dit. Si ce qu'elle dit n'existait pas, on m'aurait déjà arraché ma femme, à moi. Donc c'est pour vous dire, quand vous voulez rentrer dans la politique, M. Jean l'a dit, il faut vous préparer en conséquence. Vous devez d'abord avoir un débat approfondi avec votre... Si vous êtes déjà marié, vous devez avoir un débat bien approfondi avec votre mari à la maison. Parce que vous serez exposé à tout quand vous serez sur ce champ. Mais votre sérénité va vous caractériser. Ce n'est pas pour embêter. Vous allez rencontrer cette difficulté-là. Nous, les hommes, nous sommes là pour vous accompagner. Et les tuteurs politiques qui m'ont élevé, moi, ils sont tellement, je ne sais pas, prévisionnaires ou bien, ils anticipent tellement que quand il y a des gens de réunion comme ça qui doivent réunir femmes et qu'on sait que, bon, elle doit encore répondre aux obligations de la famille là-bas, ils mettent les réunions au moment qui doit profiter la femme. Voilà une manière pour accompagner les femmes dans ces difficultés-là. Ils mettent ces réunions au moment qui doit favoriser beaucoup plus la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la femme aussi doit être sereine. Et partager surtout ses inquiétudes avec les doyennes comme celle qui est à côté de moi. Parce qu'elles ont déjà fait le temps. Elles ont subi cette difficulté-là. Comment elles se sont en sorties? Et je vais finir pour vous dire cette phrase. Que nous sommes, femmes comme hommes, quand nous venons dans la politique là. C'est vrai que c'est l'intérêt qui nous caractérise. Mais gardez cette phrase là. Que moi, mes aînés, mes doyennes que j'ai côtoyés m'ont toujours dit. Attendez d'abord votre tour. Comme chez le coiffeur, chacun a son tour. Dans le jargon politique aussi, il y a cette phrase-là qui marche. Et c'est les doyennes qui disent, bon, il est temps pour que tu montes sur la liste. C'est pas parce que nous voulons faire la promotion des femmes qui est venue là. Tu dis, bon, je dois aller sur la liste directement. Attendez votre tour. Merci beaucoup. On va sonner encore plus fort pour qu'on puisse accompagner nos panélistes. Plus fort. C'est tout ce qu'on a mérité comme applaudissement.